Eh bien bonjour, bonjour, bonjour. Alors nous voilà avec les petites préoccupations techniques d'usage. C'est pour ça que je me mets un petit peu en avance, juste pour voir si on est capable de se parler, on est capable de s'entendre, de se lire, de s'écouter. Voilà. Et puis voilà, aujourd'hui c'est un sujet un peu particulier pour moi. Merci pour les premiers qui nous rejoignent, qui me rejoignent. Juste me faire un petit coucou pour me dire si tout va bien en termes de son, d'image, si tout est beau. Euh, je vais essayer de ne pas vous mon café dans la face. Euh, ah ben merci, merci, merci. Bonjour, bonjour, bonjour Séverine, bonjour ceux que j'ai vu passer, merci, merci. Bon, ben si ça marche bien, eh ben tant mieux, parce que c'est ça. Aujourd'hui, je pense qu'on va aborder un sujet qui concerne, en tout cas qui préoccupe beaucoup de monde. Je ne sais pas dans quelle mesure ça concerne chacun d'entre vous, ou si chacun peut... Ah, bonjour Océane, bonjour Nadia. Si ça, en tout cas, si ça concerne directement votre famille, vos enfants, bonjour, bonjour. Nelly, Adeline, bonjour. Parfait. Alors, je ne sais pas si ça vous préoccupe, vous, directement, si vous avez des enfants que vous trouvez difficiles, ou si vous-même, vous considérez comme des parents difficiles, je ne sais pas. Mais pour cette... salut Manuel, Alexandrine, bonjour, bonjour. Pour ce sujet-là, moi je dois dire que c'est un sujet sur lequel je vais parler un peu à travers mon chapeau, comme on dit au Québec, dans le sens où moi j'ai pas d'enfants, mes enfants, je peux vraiment pas les considérer comme des enfants difficiles. Là, ce serait vraiment mentir que de vous dire, alors là, avec moi, mes enfants, c'est très compliqué, c'est l'horreur. Évidemment, je connais beaucoup de familles, j'observe, je vois, bon, quand je vais un petit peu partout, je sais, je peux arriver quand même à mesurer les difficultés relationnelles qu'il peut y avoir entre des enfants et leurs parents, les enfants entre eux, etc. Donc moi, à part quelques petites disputes que je dois gérer, bon, régulièrement entre mes enfants pour des histoires de jeux, pour des histoires de savoir comment ils s'organisent entre eux. Mais moi, j'ai deux gars, je pense que deux gars, il y a un côté petit lionceau là qui se qui se saute dessus un peu. Voilà. Donc, mais à part ça, moi, j'ai pas à vivre ce truc-là. Ce dont je voulais vous parler aujourd'hui, en termes d'enfants difficiles, c'est déjà faudrait si on peut commencer. Ben oui, c'est 13h01. Bon, sûrement qu'on peut déjà rentrer dans le vif du sujet. Ce dont on pourrait se parler, c'est que on a du mal à déterminer toujours. Voilà, c'est quoi un enfant difficile? Déjà, en partant. Effectivement, Nelly, c'est comment on définit un enfant difficile ou un parent difficile. Si je prends... moi, je pense qu'il y a vraiment des enfants qui ont des enjeux d'attention, d'activité, des enjeux de concentration. Bonjour, bonjour. Oh, l'Espagne qui nous regarde. Bonjour, bonjour. Alors, oui, effectivement, il y a des enfants avec qui c'est plus compliqué que d'autres. Voilà. Mais il y a aussi des parents qui ont des niveaux d'exigence, des niveaux comment dire, des niveaux d'attente vis-à-vis de leurs enfants qui rendent la vie des enfants compliquée. Il y a des parents difficiles au sens où il y a des parents avec qui c'est très compliqué de discuter, il y a des parents avec qui il va y avoir des exigences cachées. On a parlé de la bienveillance, mais je vous ai souvent alerté sur la bien-surveillance, d'accord, cette espèce de bienveillance confiture qui est en fait déguisée en exigence, tout simplement. Si on prend... salut Isabelle. Si on prend... comme je dis, un sportif de haut niveau, eh bien, effectivement, lui aussi, autour de lui, il y a tout un tas de gens hyper bienveillants, un kiné, un physiologue, un psychologue, un préparateur physique, je ne sais pas quoi. Mais évidemment, toute cette bienveillance-là est liée à la performance du joueur. Sinon, le jour où il démissionne du club, c'est pas les gens qui vont l'appeler pour lui demander s'il a besoin d'un massage, vous voyez. Donc, voilà, donc il y a des parents qui peuvent être difficiles sans le savoir. Ça ne veut pas dire qu'il faut avoir
avoir aucune attente, aucune exigence, aucune demande vis-à-vis de tes enfants. Mais voilà, il faut faire la part des choses entre, pour répondre à la question, ce serait quoi un parent difficile? Et ce serait un parent qui ne serait pas conscient des enjeux qu'il met sur le dos de l'enfant. Et effectivement, Élise, je pense que tu as raison, c'est qu'un enfant difficile, c'est un enfant qui vient chercher, souvent pour des parents, des choses qui, souvent non réglées, des histoires de l'enfance, des histoires qu'on n'a pas réussi nous-mêmes, dont on n'a pas réussi à vraiment se débarrasser. Et donc, ben voilà, le jour où ça rebondit à travers le comportement de nos enfants dans notre vie, et bien là, on se retrouve pris à surréagir ou mal réagir, etc. Donc, oui, oui, on peut y avoir. Moi, pour ma part, peut-être que c'est parce que je viens en fait, d'un milieu où j'ai beaucoup étudié bon, les questions d'environnement. Il me semble que ce qui rend difficile la relation, au-delà d'un enfant qui pourrait être particulier ou d'un parent qui pourrait être particulier, c'est vraiment des questions d'environnement. Moi, je dirais que par exemple, quand on parle d'un enfant hyperactif, alors oui, ça peut créer des difficultés, mais ça crée d'autant plus de difficultés qu'on lui demande de rester assis en classe. Parce qu'à la seconde où l'enfant, lui, on le laisse courir, c'est rare que l'enfant soit hyperactif sur une patinoire de hockey ou sur un terrain de foot, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Au contraire, il y a des gens qui se font payer très très cher pour être hyperactifs à ce niveau-là. Quand on voit les joueurs de hockey, quand ils débarquent sur la glace, là, c'est des kilos de testostérone là qui débarquent et qu'il faut qu'ils aient un jeu explosif, en fait. Donc là, à partir de là, eux, ils sont payés chèrement pour être hyperactifs finalement. Donc, c'est toujours, les enfants sont toujours diagnostiqués hyperactifs dans une classe, par exemple, ou dans des activités, mais normées, cadrées, mais rarement à jouer tout seul dans la forêt ou dans la ruelle, en fait. Voilà, donc ça, l'environnement est, à mon avis, la cause des exigences. Et alors l'environnement épigénétique, oui bien sûr, mais aussi comment dire, tout simplement l'environnement physique de l'enfant. Si vous êtes dans une pièce, par exemple, si exagérons 2 minutes pour mieux se faire comprendre, c'est que si vous êtes 8 dans 10 mètres carrés, c'est sûr que l'enfant va paraître rapidement hyperactif. Parce que, de toute façon, anyway, quoi qu'il choisisse, ben, il n'a pas de place, en fait. Il ne peut pas jouer, il ne peut pas courir, il ne peut pas grimper, il ne peut pas sauter, il ne peut pas pousser, il ne peut pas tomber, il ne peut pas... Alors, évidemment... bonjour, bonjour. Kim. Oui, donc, effectivement, l'enfant qui a la place de rien et qui ne peut rien faire, eh ben, forcément... il va y avoir un problème d'activité. Mais ce n'est pas forcément ni la faute de l'enfant, ni la faute du parent, mais bien plus la faute de l'enfermement, de l'activité. Donc, dans une classe, moi, écoutez, je vais vous raconter une anecdote personnelle. Quand j'étais enfant, que j'étais à l'école, je ne supportais pas d'être assis, ça me faisait suer, et j'étais tout le temps debout, à aller jeter un papier. Je trouvais n'importe quel prétexte pour aller ramasser un truc. Je tombais mes stylos, des fois, juste pour aller ramasser un stylo, histoire de bouger de ma chaise, quoi. Et dès qu'on arrivait en récréation, là, enfin, je me sentais plus cette exigence-là, j'étais plus oppressé, j'étais plus coincé sur ma table, ma chaise, etc. Et donc là, je m'asseyais par terre contre un arbre, et voilà, et je me laissais aller à ma rêverie. Enfin, j'avais du temps, j'avais de l'espace, j'avais du silence. Quoi. Et parce qu'on avait une grande cour d'école, on avait cette chance-là. Donc, les profs disaient, mais en fait, il fait exprès. Lui, en classe, il n'arrête pas de courir. Et finalement, dès qu'on sort, il se pose, et puis il se pose contre un arbre, et il dort. Alors, eux pensaient qu'il y avait vraiment un problème de ma part, mais que je cherchais bon, à rentrer en conflit avec eux. Mais non, c'était vraiment que cet environnement était oppressant et que pour moi, il me posait des problèmes. Je vais fermer la fenêtre, j'ai un camion qui passe à côté, il va faire du bruit.
excusez, voilà. Et donc voilà, et je me rappelle d'une fois, on avait fait une sortie d'un parc là en fait, et là je m'étais amené ma petite serviette, je m'étais organisé, j'ai toujours aimé être organisé en camping, des choses comme ça. Et donc voilà, là je m'étais vraiment installé très confortablement et de façon très organisée. Et là pareil, moi qui paraissais quelqu'un de tout à fait brouillon et de désorganisé dans la classe, là je me suis retrouvé à être un exemple d'organisation parce que l'environnement me convenait, quoi. Alors ça, c'est vraiment l'environnement qui va donner le ton d'une relation. Il y a aussi d'autres choses, c'est que ça dépend vraiment de la phase, du moment qui va créer la difficulté de la relation. Et souvent, en tant que parent, on va mettre ça sur le, comment dire, sur le compte de l'enfant, en disant ah mais il arrête pas de faire ça, et en fait c'est pas tant lui qui fait plus que d'habitude, c'est nous qui sommes exténués, quoi, d'accord. Je vais vous prendre un exemple. Par exemple, dans ce qu'on appelle la crise d'adolescence. Alors moi j'ai un garçon qui a 14 ans là, en ce moment. Bon, ben on n'a pas en tant que tel à gérer une crise d'adolescence en fait. Tout simplement parce que il me semble, et puis vous me direz si vous êtes d'accord avec ça, hein, c'est peut-être mon analyse, qu'il me semble que la crise d'adolescence est plus une crise des parents qu'une crise des enfants. si je peux me permettre ça. Parce que vous savez, au départ, le parent, il est un demi-dieu là pour les enfants. Hein. Je me rappelle de mon petit enfin mon grand, mais quand il était tout petit. Bonjour, bonjour. Quand il était tout petit, il me dit, ah, il y a Noah, il m'a dit que son père c'était le plus fort à la garderie et tout ça. Et alors, j'ai dit, bah, tu sais, tous les enfants pensent que leur père c'est le plus fort. Et il m'avait répondu, ouais, c'est parce qu'ils savent pas que c'est toi. Et bon, voilà, donc au début, on a ce statut-là d'être super fort. Je me rappelle aussi une fois, il avait perdu un ballon à l'hélium là qui s'était envolé. Et il l'avait gardé tout le voyage. Et au moment de descendre de sa poussette, là, hop, il avait lâché le ballon et le ballon était parti, quoi. Et donc, il pleurait, il avait pleuré pendant des heures. Et moi, pour le consoler, j'essayais de trouver des explications. Je dis, tu sais, le ballon, il vient de la Lune. Il avait 2 ans à peu près. Et j'ai dit, puis, tu sais, là, il est retourné chez lui, dans la Lune, etc., etc. Mais ça le consolait pas, il était inconsolable. Et donc, j'étais allé lui chercher, on avait des voisines en dessous qui faisaient du clown, en fait. Et donc, je me dis, ah, peut-être elles ont des ballons. Et donc, j'étais allé lui chercher le même ballon rouge. Et j'ai dit, bon, regarde, j'ai réussi à le ramener, etc. Et là, l'IM m'avait regardé en disant, waouh, papa est allé me chercher le ballon dans la Lune, quoi. Il est allé me décrocher la Lune. Voilà. Donc c'est sûr, on a un statut, waouh, en tant que parent, on est super, super valorisé, quoi. Et puis, au bout d'un moment, les enfants, ben, quand ils grandissent, eh ben, ils ont moins besoin de nous. Pas qu'ils n'ont plus besoin de nous, mais ils en ont besoin autrement. Mais en tout cas, ils se plaisent à penser qu'ils sont pas, tu sais, bon, tu sais, ils n'ont pas vraiment besoin de nous en tant que tels, et que voilà. Donc, nous, notre rôle devient, ben, on est dans les coulisses en fait, c'est ça, on était un peu la star sur scène, et puis on passe dans les coulisses parce que là, du coup, l'enfant a beaucoup moins besoin de nous. Et c'est dur des fois à vivre parce que quand c'est habitué à avoir cette place privilégiée auprès de nos enfants, et que là, finalement, ils reviennent d'un week-end chez des amis, et que la mère de machin, elle est donc ben gentille, et le père de truc, il est donc ben intelligent, ils ont une donc ben belle maison qui doivent être vraiment donc ben riches, et que nous, bon, ben, on a la maison qu'on a, et là, du coup, on perd ce statut un petit peu du parent qui était cool, qui pouvait offrir tous les moyens, etc. On est mis un peu en concurrence, si je peux dire, avec la vie, quoi, en fait, avec d'autres réalités, d'autres vies, etc. Alors là, pour peu que ça donne au moment où c'est un peu notre crise de la quarantaine ou de la cinquantaine, et que c'est un peu une crise professionnelle, une période de remise en question, ça fait 20 ans qu'on fait le même boulot, ou qu'on habite au même endroit, ou qu'on a le même conjoint, et qu'il y a plein de questions qui se posent, etc. Là, on a cette impression de tourner en rond un peu dans notre vie. Là, l'enfant nous signale que bon, ben, il a quand même un peu moins besoin de nous, quoi. Oui, tu peux m'accompagner, mais pas jusqu'au bout, tu sais, tu me laisses au coin de la rue, là, qu'on voit pas que tu m'as accompagné, quoi.
Et oui, effectivement, Élise, on perd effectivement le contrôle aussi. Alors là, il y a deux attitudes à avoir. C'est que soit on se dit non, non, mais c'est moi le parent, tu fais ce que je te dis, on n'a pas fait le deuil de cet enfant qui grandit. On pense que l'enfant est encore, il va faire tout ce qu'on lui dit comme quand il avait 3 ans. Si c'est les habitudes qu'on a pris, hein, des fois on a déjà des fonctionnements autres à 3 ans, mais si on a cette habitude-là, et on s'accroche à notre statut de parent tout-puissant et de contrôle. Et soit on se dit, bon ben voilà, on est passé à autre chose, notre enfant, il a besoin d'autre chose, il est différent, il a des besoins qui sont adaptés plus à son âge. Et oui, mon rôle en tant que père, par exemple, eh bien, est de pas du tout de l'abandonner ou de pas être là, mais par contre d'être plus discret dans ma façon de l'aider ou des choses comme ça. Et c'est d'autant plus, je pense, facile à se dire quand on est le papa. Parce que le papa, malgré évidemment l'importance, l'intérêt bon, qu'il y a à être là, dans les premiers mois, l'enfant qui tète et tout ça est quand même collé à sa mère. Et moi, je dis souvent à des papas, je leur dis, c'est pas ton heure encore. Ton heure viendra, mais là, c'est pas encore ton heure. Là, il est vraiment, pour lui, son univers pour l'instant, c'est pas mal sa mère. Alors, soit là, c'est qui fait des trucs avec, qui te voit, qui t'entendent, etc. Oui, la conscience évolutive, effectivement. Mais oui, fais tout ça, mais le moment où vraiment tu vas pouvoir avoir une interaction, où les liens vont se créer, ça va être un tout petit peu plus tard, quoi. Donc là, on a pris l'habitude d'avoir un enfant qui est là, qui est au quotidien là, qui prend le centre de la maison, qui prend toute l'importance, mais dont nous, on doit avoir une sorte de distance, en fait, parce que c'est pas encore notre heure. Bon, ben, quand il est adolescent, c'est un peu moins notre heure, encore une fois, et moi, je me félicite d'avoir joué au maximum avec mes enfants tout au long, à chaque fois qu'ils me l'ont demandé, hein, parce que je savais que cette période-là, un jour, c'est peut-être plus avec moi qu'ils auront envie de jouer, ou c'est peut-être moi qui leur demanderai de jouer avec eux, et moins eux avec moi, etc. Donc moi, je me félicite de ne pas avoir loupé un de ces moments-là, quoi. Alors voilà, donc là, on se retrouve pris dans une relation difficile, des fois, dans la crise d'adolescence, et on dit, ouais, c'est l'âge bête, c'est l'âge con, ouais, tu sais, les ados, ils croient tout savoir, nanana. Mais en fait, c'est juste qu'on n'a pas observé, quoi. Et on se prend des fois la tête avec son enfant, tu fais ce que je te dis, etc. Alors que c'est plus du tout le moment de lui parler comme ça. Ça l'a jamais été, de mon point de vue, hein. Tu fais ce que je te dis, etc. C'est pas la meilleure façon. Si on arrive à avoir une autre relation, c'est déjà beaucoup mieux, peu importe l'âge. Mais là, c'est encore moins le moment, et du coup, ça crée des conflits, etc. Donc, notre enfant ne nous appartient pas, hein, comme disait Khalil Gibran, c'est ça. On est l'arc, il est la flèche, quoi. Hein, la flèche n'appartient pas à l'arc. Donc, nous, on est là pour lui donner un peu d'élan, mais c'est pas nous qui définissons la cible ou qui définissons la. Voilà, nous, on n'est pas, la flèche ne nous appartient pas, quoi. Voilà. Donc là, on est dans voilà ce genre d'exemple où on va être dans des situations difficiles qui sont contextuelles en fait et qui sont liées aussi à l'environnement. Voilà. Donc ça, ces difficultés là. Alors, est-ce qu'elles sont faciles à analyser? Je ne le dirais pas comme ça, parce que quand on est pris là-dedans, qu'on est plongé là-dedans, on se voit dans l'impasse, hein, donc elles ne sont pas faciles à analyser. Mais oui, on doit avoir effectivement cette conscience évolutive, comme tu dis Nelly, parce que on doit avoir... on est à géométrie variable dans l'intervention qu'on peut avoir avec nos enfants. Donc, c'est quand même bien facile de dire bah, mais moi j'ai un enfant difficile, mais voilà, difficile, voilà, comme je vous dis, ça peut être le parent qui est difficile, ça peut être la situation qui est difficile, ça peut être l'environnement, le contexte qui est difficile, et être enfant dans un contexte où on a peu de choix, où on pense qu'on a peu de choix, être enfant dans un environnement où on est contraint. Bon voilà, on parle, vous savez que dans les écoles, il y a un gros avantage, c'est qu'on parle, il n'y a plus de discipline. Dans les écoles, vous avez remarqué, la discipline scolaire n'existe plus, c'est du vivre ensemble. Voilà, on est puni, tout ça. Ah non, pardon, on est en rattrapage, mais disons que voilà, la discipline en tant que telle n'est plus nommée ou plus
trop souvent nommée, elle est bon, voilà. Donc, on va demander aux enfants de se conformer par bon sens, parce que oui, parce que c'est comme ça, parce que regarde, on en a démocratiquement parlé, etc., etc. Mais en fait, on va imposer une discipline. Et donc, il n'y a plus de discipline, mais il y a des enfants indisciplinés quand même un peu, quoi. En tout cas, qui n'ont pas encore compris tout l'intérêt de respecter le vivre ensemble, si on veut le dire comme ça, d'accord? Et donc là, ça va créer des enfants qui ont des comportements difficiles. Mais là encore une fois, je pourrais donner plein d'anecdotes, tu vois, qui sont liées, par exemple, au comportement de mes enfants. Euh, Mon enfant disait à la place de difficile, disait dit facile. Oui, oui c'est ça, c'est dit facile. Ouais, ça. Et donc, quand mon enfant, on lui impose, par exemple, des, des contraintes, quand on lui essaye de lui imposer un pouvoir injustifié, en fait, ben, mes enfants ont appris à le détecter et à ne pas y obéir. Alors là, on dit, oh là là, comment ça, c'est quoi cet enfant qui répond à son professeur? Ouais, oui, mais c'est juste le professeur qui est con, c'est-à-dire qu'il pose des trucs qu'il est incapable de justifier. Regardez, l'IM, la semaine dernière, me raconte une anecdote, il rentre dans une pièce pour travailler avec ses collègues, là, et ses condisciples, et là, il y a un prof qui lui dit, non, vous ne pouvez pas être là, vous n'avez pas le droit d'être là. Et il me dit, ben pourquoi vous n'avez pas le droit d'être là, je vous le dis, c'est comme ça, vous n'avez pas le droit d'être là. Donc l'IM s'obstine avec lui, il lui dit, mais non, regardez, moi, si vous n'avez pas plus d'explications que ça, on va rester là, quoi. Il dit, bon, ben allez me chercher votre professeur principal. Là, là, là. Bon, alors du coup, ils vont chercher le professeur principal. Et là, le prof arrive et dit, ben, qu'est-ce qui se passe? Et là, le bonhomme, l'autre prof qui voulait pas que l'IM soit là, dit, oui, c'est parce que là, il va y avoir tel truc, là, puis là, on va avoir besoin de la salle, il y a des gens qui vont venir pour raménager la salle, etc., donc ils peuvent pas rester là. Donc là, le prof principal dit, bon, ben, vous avez vu, voilà, ils vont réaménager la salle, vous pouvez pas rester là. Mais comment ça se fait que le prof, pourquoi il l'a pas dit aux enfants? Les enfants, ils ont 14 ans. Pourquoi ils seraient pas capables de comprendre que la salle n'est pas disponible maintenant? Mais non, voilà, il s'est juste choisi de rentrer à la confrontation et aux enjeux de pouvoir. Et donc là, on trouve avec des enfants qui passent pour des enfants indisciplinés, qui s'obstinent, qui ne veulent pas obéir, ou je ne sais pas quoi, alors que tout simplement, c'est le prof qui est con, tu vois ce que je veux dire, de ne pas donner l'explication, qui était une explication finalement logique, quoi. Alors on me dit, Laurie me dit, si EF de mes deux garçons TDAH, les situations difficiles se présentent plusieurs fois par jour. Pas évident, mais la vie est assurément moins monotone. Oui, ça c'est sûr qu'au moins on ne s'ennuie pas. ça c'est sûr. Il y a aussi, encore une fois, bon, des questions d'environnement. Hein. Un environnement, si vous avez 10 hectares de forêt, ben, c'est pas tout à fait la même chose que si vous êtes dans un 3 pièces cuisine au 5e étage. Quoi. Vous voyez, évidemment, là encore une fois, les situations difficiles avec deux garçons. Donc on dit TDAH. Vous savez, on pourrait revenir aussi sur ces terminologies-là. Hein. Moi, quand j'étais jeune, des TDAH, ça n'existait pas. Hein. Vous savez, il y a plein de terminologies qui n'existaient pas. Il faut savoir que ces maladies, entre guillemets, évidemment, parce que ça n'est pas, on ne peut pas les nommer en tant que maladie, hein, puisqu'elles ne sont pas diagnosticables, si vous voulez, d'un point de vue, on ne peut pas faire une prise de sang là, hein, pour ça. On appelle ça des troubles. Alors là, ce mot-là, il est quand même extrêmement pratique, le mot de trouble, parce que il est défini en fonction d'un certain nombre de critères, d'accord. Et donc, on va définir que, mettons, une dizaine de critères. Et si vous en avez 6 sur 10, eh bien, on peut dire que vous êtes atteint du trouble. Et on va parler de spectre, alors que ce soit de l'hyperactivité ou de l'autisme. Enfin, en tout cas, on va parler de spectre, de trouble et de spectre. Voilà. Et alors, il suffit que, tout ça c'est un cahier américain, là, dont j'ai oublié le nom, là, peut-être vous le savez, mais qui va nous définir c'est quoi les critères et combien il faut en avoir. Ça veut dire que, par exemple, il est arrivé dans l'histoire que dans ce cahier-là, on disait, bon, il faut en avoir 8 sur 10 des critères pour être considéré hyperactif. Et puis finalement, un matin, ils ont décidé qu'il fallait en avoir 6 sur 10 pour être considéré comme hyperactif. Vous voyez, donc là, il y a des gens qui se sont réveillés un matin,
que la veille, ils n'étaient pas hyperactifs, mais là, le matin, en se réveillant, ils le sont devenus parce qu'on venait de changer les critères, quoi. Voilà, donc ça, il faut quand même essayer de sortir de ces étiquettes-là, je dirais un petit peu de ces casseroles, simplement parce qu'on a tendance à se comporter envers nos enfants en fonction de l'étiquette qu'on va leur attribuer, en fait. Hein. Que ce soit des étrangers, mais que ce soit des fois même nos propres enfants. On dit, ah ben mon enfant est comme ça. Alors, qu'on connaisse finement ces enfants, qu'on connaisse très particulièrement comment son enfant fonctionne et comment il faut s'adapter à cet enfant-là, là, il n'y a aucun problème avec ça, bien sûr. Mais par contre, dire il est comme ça, et j'ai lu dans un livre qu'avec les enfants comme ça, il fallait se comporter comme ça, là, par contre, c'est vraiment tout autre chose. Hein, c'est vraiment une autre paire de manches. Hein, c'est pas la même. Les étiquettes et les casseroles, c'est quand même des choses que personne ne veut. Hein. Personne ne se plaît à être considéré et à être, comment dire, à être défini par les critères de quelqu'un d'autre. Hein. Voilà, hein, c'est ça, il faut vraiment que ce soit clair, d'accord? Donc un enfant y compris, quoi. Vous savez l'expérience qui a été faite de mettre des enfants dans une classe en disant au professeur, oui, c'est le DSM, oui, c'est ça, bravo pour le cahier là qui définit les troubles. Bravo Hélène. Et donc on a dit à des professeurs, là, vous avez que des nuls. Vous avez, alors là, essayez pas de faire quoi que ce soit avec eux, ils sont tous nuls, d'accord? Bon, alors qu'en fait, on a émis des élèves qui étaient très bons en classe. Et à une classe où on a émis que des enfants qui en difficulté en classe, on avait dit au professeur, alors là, vous avez que des gens incroyablement intelligents. Et eh bien, écoutez, le truc c'est inversé. C'est-à-dire que ceux qui étaient supposés être nuls sont devenus bons, et ceux qui étaient bons sont devenus pas bons. Vous voyez. Donc, parce que le comportement qu'on a, évidemment, avec les enfants, va faire que ces enfants vont aussi... comment dire, que ces enfants vont se comporter à l'image de ce qu'on attend d'eux, quoi. Et oui, alors après, on est tous particuliers. J'attire votre importance sur le fait qu'en tant que parent, en tant qu'adulte, c'est pas comme si on était un produit fini en disant, bon ben voilà, moi j'ai fait mes classes, d'accord, comme on disait à l'armée, j'ai fait mes classes, comme on dit à l'école aussi, et voilà, maintenant je suis prêt, voilà, moi je suis un produit fini. En fait, moi l'adulte que je suis à mon âge n'est pas l'adulte que j'étais il y a 5 ans, ni l'adulte que je serai dans 5 ans. Donc, si vous voulez, notre rapport, ne serait-ce que notre rapport à l'enfance, est différent. Vous pouvez penser à 30 ans que vous avez eu une enfance heureuse, à 40 ans que ce n'était pas le cas, et que finalement à 50 ans, oui, c'était une enfance heureuse. Alors que pendant des années, vous avez dit non, c'est pas le cas, oui, c'est le cas. Enfin, voilà. Donc, notre rapport au monde, notre rapport à nous-mêmes, notre rapport à notre vie, notre rapport à nos enfants, change tout au long de la vie. Donc finalement, on est tous des cas uniques et particuliers, mais en permanente évolution. Et en plus, on est dans une situation qui évolue aussi en permanence. Si on prend notre pandémie, épidémie, alors après, peu importe ce qu'on pense de ce sujet-là, il se trouve que quand même, ça vient affecter les confinements en Espagne, justement, les enfants ont été enfermés pendant 2 mois, etc. Donc, ce que je veux dire, c'est que ça vient affecter le contexte d'une enfance qui est enfermée pendant des mois ou d'une enfance libre qui voyage à travers le monde. On ne peut pas dire que ce soit le même contexte. Alors même si on a les mêmes parents et même les mêmes enfants, les contextes évoluent. Là, j'espère que ça va évoluer pour le mieux et qu'on va retrouver nos libertés. mais voilà, donc ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument prendre en compte. Vous savez, il y a une étude qui est sortie cette semaine au Canada, qui n'est pas réputé pour un pays où les gens sont malheureux. A priori, le Canada, c'est plutôt un pays riche, plutôt un pays grand, un pays où il y a de la place, etc. La cause de mortalité chez les 10-14 ans, c'est le suicide, en fait. La principale cause de mortalité, c'est le suicide. Voilà. Ça veut dire qu'il y a des enfants de 10 ans, de 11 ans, qui se disent massivement... moi je pense qu'il n'y a pas d'avenir pour moi et je préfère me jeter du 4e étage. C'est quand même, écoutez, juste en parler, ça me fait froid dans le dos, évidemment. Donc, les contextes dans lesquels on vit, là, c'est pas rien, quoi. Donc, avant d'interroger
ou d'étiqueter votre enfant, moi je vous encouragerais à évaluer un petit peu déjà vous en êtes vis-à-vis de vos exigences envers lui, vis-à-vis de votre relation avec lui, dans quel monde on vit. Alors à la fois de façon très particulière, peut-être que l'appartement dans lequel vous êtes est trop petit, et puis vous y pouvez peut-être rien, mais n'empêche que c'est peut-être ça la cause du problème. Et il n'y a peut-être pas moyen de faire autrement, hein. Je jette la pierre à personne, je dis simplement, c'est peut-être ça la cause du problème, peut venir en partie de là, quoi. Et peut-être que votre enfant a effectivement besoin d'un encadrement particulier ou d'un contexte particulier dans lequel cet accompagnement va être plein. Donc voilà, c'est toute cette mayonnaise-là, d'accord, qu'il faut arriver à réussir. Mais vous savez, il y a des exemples que j'ai déjà expliqués, mais vous savez, si au moment de passer à table, vous faites à manger sans rien demander à vos enfants, et que vous leur dites bon allez à table, qu'est-ce que vous faites, allez, je vous ai dit à table, ça fait un moment que je vous le dis là, si vous venez pas maintenant, j'enlève tout, vous aurez rien à manger demain, je sais pas quoi. Alors effectivement, là du coup on se retrouve dans des situations de conflit qui en fait, qu'on vient de créer nous-mêmes, parce qu'il aurait suffi. Vous savez, moi, mes enfants font beaucoup de parties d'échecs, là, quand ils sont là, ils adorent ça. Bon, ils jouent aux échecs, il y a des fois, c'est impérieux, là, il faut qu'ils finissent leur partie d'échecs, là, ils sont là, ils veulent vraiment la faire, et ça là, ils veulent pas lâcher, il reste 2-3 coups, on est sur une finale de pion, on ne sait pas comment ça va finir, bon. Si moi je leur crie dessus en disant j'ai préparé à manger, etc., ben oui, on va rentrer en conflit. Et ils vont penser que je suis le pire père du monde parce que je les engueule pour ça. Parce que je ne comprendrais pas du tout leur situation. Alors que si il leur reste 5 minutes et que, bon, moi j'avais préalablement demandé ça va, vous faut combien de temps pour finir, bon, ben, si on mange dans une demi-heure, est-ce que ça vous va, etc. Eh bien, voilà, on se retrouve, vous voyez, dans des situations qui auraient pu être conflictuelles, mais en fait, qui ne l'est pas. Vous savez, une autre anecdote, on avait voyagé une année, on s'était retrouvé à Chicago en plein été. Pas moyen de trouver une auberge, un hôtel, bon, rien là. C'était vraiment très difficile. Et j'avais dit, bon, on va sortir, on va aller dans la banlieue de Chicago, on va se trouver un motel, peu importe. C'était 11h30, minuit, les enfants, Eikem avait 6 mois, Liam avait 4 ans. Quoi. Et donc, on a dit, on va se trouver n'importe quel motel, etc. Donc finalement, on rentre là, le gars à l'accueil nous voit et nous dit... vous êtes sûr que c'est là que vous voulez venir et tout? Ben écoutez, ça fait 2 heures qu'on tourne là. Voilà. Donc elle me dit bah ok, bon, du coup je paye la chambre. Et au moment de partir, le gars me rappelle, il me dit ah oui, au fait, s'il vous plaît, n'allumez pas la télé. Hein. Et voilà, en fait, on était dans un hôtel borgne qui était un motel exclusivement consacré au trafic de drogue, à la prostitution, etc. Donc, on rentrait dans la chambre, il y avait des miroirs au plafond, il y avait, enfin bon, en tout cas, c'était, voilà, la télé, pendant que les enfants étaient à la douche, j'ai fait l'expérience d'allumer la télé, juste de voir de quoi ils voulaient parler, et effectivement, c'était pas des comédies romantiques, quoi, c'était pas coup de foudre à Notting Hill, hein. C'était pas ça les films. Donc, voilà, donc, on s'est retrouvé dans une situation où Liam, je revois Liam à 4 ans assis sur le lit dans ce contexte-là. Liam est très sensible aux énergies là, et il avait dit je suis pas bien ici, je suis pas bien. Il était très fatigué, mais c'était pas ce qu'il disait. Il disait pas je suis fatigué ou j'en ai marre. Il disait ici je suis pas bien, quoi. Voilà, c'était ça. Alors le lendemain, on s'est dit bon là, j'avoue que la journée d'avant c'était pas la super journée, ni la nuit d'ailleurs, c'était quand même un peu bizarre comme genre de truc. Et donc j'avais dit à Liam, ben regarde, aujourd'hui on fait ce que tu veux. Voilà, voilà. Alors comme à Chicago, il y a une espèce de métro suspendu, de train suspendu, et ça l'avait intrigué la veille, ah je veux faire le tour de la ville en métro. Alors on avait suivi tout à fait ce que lui, puis on était allé manger dans un restaurant où il y avait des animaux, on était allé dans un parc à des jets d'eau. Eh bien, je vais vous dire, on a passé une super journée, en fait, parce que en suivant toutes les envies que l'IM avait, on a passé une super journée à sa mesure. Lui, c'était une belle journée parce qu'il a pu faire plein de choses, et nous, ben, on a découvert Chicago par le regard d'un enfant, comme si finalement on n'aurait pas eu d'enfant, on aurait fait tout à fait autre chose et on n'aurait pas vécu ça, quoi. Alors,
Là, encore une fois, c'est parce qu'on s'adapte, qu'on se met un peu à l'échelle de l'enfant, à la hauteur de l'enfant, qu'on lui demande ce qu'il veut, qu'on est disponible pour lui offrir ça. Que là, ben évidemment, ben oui, il n'y a pas de conflit, vous comprenez? Il y a pas de conflit. C'est pas parce qu'on est au service de l'enfant, pas du tout. Mais on est au service de l'harmonie générale de la famille. Et donc, on veut que ça se passe bien pour tout le monde. Et donc là, ben oui, il y avait une journée qui n'était pas cool la journée d'avant, et bien on se met dans une situation où on va, pour cette journée, ben, se rendre le service de s'écouter, voilà, entre tous, quoi. Voilà, donc je dois avouer que j'essaye le plus souvent possible d'être dans cette attitude-là et d'être avec mes enfants comme ça. Ce qui fait que la journée où je leur dis, bon, ben là, écoutez, il n'y a pas le choix, là, il faut vraiment faire ça. Je sais que c'est pas très le fun, mais bon, voilà, il n'y a pas le choix, il faut aller chercher ça, il faut aller faire ça. Bon, c'est pas super rigolo pour vous, mais là, mais c'est pas si souvent que ça arrive. Et puis eux, ils sont tout à fait capables de le comprendre, parce que le reste du temps, ils savent très bien que si c'était pas obligé, si on n'avait pas cette échéance-là, ou je ne sais pas quoi, eh ben, je les embêterai pas avec ça. Donc, si vous voulez, eux, ils sont habitués à dire, ben oui, tu sais, il nous fait pas ça il nous fait pas un power trip, là. Il est pas en train de nous demander d'obéir à quelque chose qui a pas rapport. Il est simplement en train il y a une exigence de la vie, et puis voilà, on va le faire. Donc, c'est pour ça que finalement, la situation, moi, avec mes enfants, se passe plutôt bien, hein, je dois l'avouer, hein. L'autre jour, on devait partir en vélo et Kem n'avait pas envie. Je dis, bah, tu sais, c'est un peu les derniers jours, là, c'est au Québec, il fait vite froid après, même si aujourd'hui il fait 30 degrés. Là, c'est un peu les derniers jours, mais vraiment, j'ai senti qu'il n'avait pas envie, quoi. Je sentis que ça lui peinait. Je sentais que, bon, il le ferait si vraiment j'insistais, mais que c'était dur, quoi, pour lui. Il était fatigué, il n'avait pas envie. Et écoute, je me suis dit, ben moi aussi, finalement, il y a des jours. Pourtant, je suis tout le temps en vélo. L'été à Montréal, la voiture, j'aime pas trop. Et j'essaye de tout faire en vélo. Mais c'est vrai qu'il y a des jours, et merde, quoi. Voilà, quoi. Il y a des jours, j'ai pas envie, quoi. Il y a des jours, c'est pas le jour, là. Je suis fatigué, j'ai mal dormi, ça va pas. J'ai pas envie, quoi. Voilà. Je prends la voiture. Parce que ce jour-là, c'est pas le jour de prendre le vélo. Bon, du coup, on y est allé en voiture je ne l'ai pas forcé à faire du vélo. Alors, effectivement, les choses se passent bien. Vous voyez, et c'est pas tant que j'obéis à mon enfant parce que lui, il veut faire ça, donc je fais ça. C'est que je prends en compte que j'ai des envies, j'ai des besoins, là, mais que lui aussi, il a des envies, il a des besoins. Il a des jours où c'est pas le jour, où il y a des moments où il est du matin, il y a des fois, bon, ben, le soir, il est fatigué, il y a des soirs où il est pas fatigué. Bon, ben, voilà, on tient compte de ça. Et donc, la vie est plutôt simple. Je pense qu'il n'y a pas vraiment besoin comment dire, on peut, par ce truc-là, je pense, résoudre 80% des conflits, en fait. On peut désamorcer 80% des petits conflits, voilà, qu'on pourrait avoir dans la maison. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, je ne sais pas si vous avez des témoignages ou si vous aviez des questions particulières autour de cette question de la... Mais ça ramène à la question de l'autorité, vous voyez. J'en parle beaucoup dans la formation, tu sais, j'ai des modules entièrement consacrés à la relation parent-enfant, à l'équipage, c'est ce que j'appelle du bateau. Et donc là, par rapport à l'autorité, d'où vient l'autorité, en fait? Et moi, je pense que l'autorité vient des situations les plus naturelles possibles, en fait. Tout simplement parce que, j'ai pas besoin de te dire ne saute pas d'une falaise de 300 mètres. Tu sais, tu le vois, tu le sais, tu vois ce que je veux dire. Bien sûr, quand tu es tout petit, je veux faire attention que tu tombes pas. Mais j'ai pas besoin de te dire ne te coupe pas le bras avec un couteau, tu vois. A priori, si tu as vu un couteau, que tu sais t'en servir, que j'ai pas besoin de te dire ne bois pas de l'eau de javel, tu sais, parce que on a déjà nettoyé un vêtement taché, etc. Et tu sais que voilà, c'est un poison, quoi. C'est pratique, mais il faut pas le boire, quoi. Voilà, donc une fois que tout ça c'est assis et que l'autorité, enfin, vous voyez, l'autorité finalement se fait par des choses naturelles. Si maintenant vous avez pris l'habitude d'exiger de vos enfants des choses écoutez, qui sont pas naturelles, quoi, qui sont pas,
dont on n'a pas besoin, mais que vous avez un besoin impérieux de l'imposer à vos enfants. Alors que si à des moments les enfants vous rentrent dedans, ben ça peut se comprendre aussi et que peut-être moi je ferais pareil. Vous savez, j'avais été traumatisé quand j'avais une dizaine d'années. Il y avait un père d'un de mes amis qui parlait avec mon père. Et puis alors du coup, ils se parlaient entre eux. Et le père des amis avait, cette année-là, fait venir en vacances avec eux le cousin qui avait 17 ou 18 ans. Quoi. Les enfants avaient 13 ans à peu près, comme ses enfants à lui avaient 13 ans, comme moi à peu près, mais le cousin avait 17-18 ans. Et donc le père disait à mon père, disait, ah ouais, c'est compliqué avec un ado, comme fait un jeune adulte, hein, finalement 17-18 ans, parce que si tu lui dis, bon, j'aimerais que tu rentres à minuit, puis tu sais, qu'il te fait, je rentrerai à l'heure que je veux, je t'emmerde, eh ben, qu'est-ce que tu fais? Ben, c'est très compliqué, quoi. Et, et moi, j'étais à côté, j'entendais cette discussion-là, et je m'étais dit, eh ben oui, c'est vrai, comment tu fais ça? Comment tu gères ça? Et c'est une question qui, 40 ans plus tard, hein, me trotte encore dans la tête, mais je crois avoir trouvé un bout de solution par rapport à cette question-là. C'est que, essaye de t'arranger pour que, rendu à 17 ans, ton fils ne te fasse pas ce genre de réponse. Tu vois ce que je veux dire? Si à 17 ou 18 ans, il te fait un bras d'honneur en disant je fais ce que je veux et je t'emmerde, c'est que tu as loupé, voilà, il y a des relations qui n'ont pas été tissées comme elles auraient dû être, quoi, voilà. Euh, et donc, on se retrouve dans une situation où il n'y a pas le respect nécessaire. Alors à partir de là, ben oui, ça devient compliqué ça devient compliqué de dialoguer, parce que ça veut dire que le dialogue n'a pas été suffisamment solide, établi, respectueux pendant toutes les années d'avant. Voilà. Donc voilà, moi je vous encourage à, dès le plus jeune âge, être à l'écoute, Hélène qui nous dit, plus je suis à l'écoute des besoins de mes enfants, plus ils arrivent à entendre les miens, évidemment, évidemment. Et d'ailleurs, moi, c'est là-dessus, je me suis jamais caché de mes besoins envers les enfants. Ceux qui me connaissent, hein, vous le savez, moi, je dors pas la nuit, hein, donc vers 2-3 heures du matin, en général, je suis levé. Oui, j'arrive après le repas de midi, j'avoue que une petite sieste. C'est parce que moi, ça fait 12 heures que je suis levé, hein, la plupart du temps, quoi. Peut-être pas autant, mais pas loin, quoi. Alors, alors oui, oui, c'est bon, ben ça, les enfants peuvent le respecter parce qu'ils savent, ils savent très bien comment je fonctionne. Et de la même façon, quand eux, eh ben, ils n'ont pas envie ils ont pas envie de dormir. Bon, des fois, moi, je peux leur dire, ben, écoutez, moi, je suis fatigué, vous savez, le soir, je suis pas trop du soir, moi. Ben, moi, je vais dormir. Maintenant, vous n'êtes pas obligé de dormir. Donc, ce que je fais, c'est que il y a une certaine heure où je leur dis, regardez là, moi, c'est un petit moment, ils vont dans leur chambre, etc., ils lisent, ils peuvent jouer, il n'y a pas de problème. Mais je passe leur dire bonne nuit, je les informe de l'heure, je leur dis, regardez, c'est 9h30, c'est 10h, bon, voilà. Et des fois, Liam me dit, mais il a perdu l'habitude. Au début, il me disait, est-ce qu'il faut qu'on éteigne? Et j'ai dit, non, mais Liam, je t'ai jamais dit, il faut éteindre. Je t'ai dit, c'est 10h. Voilà, maintenant, tu connais ta journée de demain. Voilà, à toi de voir, je te laisse gérer. Moi, je peux pas t'assommer, là, je veux pas te forcer à t'endormir. Allez, salut Catherine, salut Julie. Alors, Catherine, de Belgique, je ne peux pas faire ma vie ancienne combattante qui dit que c'était mieux avant, mais j'ai eu 7 enfants et je les ai toujours. Tant mieux, bravo. J'ai 14 petits-enfants dont j'en occupe parfois. Voilà. Et même souvent, on dirait que ça ne sont pas les mêmes enfants, seraient-ils énervés par quelque chose, un truc sociétal? Oui, Catherine, moi je pense fondamentalement qu'il y a quelque chose de sociétal là-dedans. Regardez tout simplement un dessin animé d'aujourd'hui. D'accord? Regardez Ninja, Lego, je sais pas quoi là. Regardez le rythme que ça a. D'accord? Et regardez derrière ça un dessin animé, Robin des Bois ou les Aristochats, vous savez, des années 60, enfin, 50, 60, 70. Et bien vous allez voir que vous allez trouver ça mou, vous allez trouver ça long, vous allez trouver ça lent, parce que le rythme qu'ont pris aujourd'hui les images, et les images ont pris beaucoup plus de place dans nos vies, et en plus,
en plus d'avoir pris plus de place, elles ont pris un rythme qui est... L'autre jour, écoutez, j'étais sur mon balcon, puis de mon balcon, j'ai déménagé là, donc j'ai un nouveau balcon, et de mon balcon, je voyais l'écran géant du voisin d'en face. Eh bien, écoutez, j'ai essayé de compter, je suis resté là une demi-heure, il n'y avait aucun plan dans son écran. Évidemment, je n'entendais pas, je ne savais pas ce qu'il regardait comme émission, ça avait l'air d'un documentaire, mais peu importe. Il n'y avait aucun plan qui durait plus de 2 à 3 secondes. Ça veut dire que dans un documentaire, toutes les 2 secondes, il faut changer de plan. Je ne sais pas si vous voyez, c'est fou, c'est fou. Ça veut dire que ça donne un rythme à cette... à ces images qui font que oui, on est conditionné par... Il y a quelque chose de beaucoup plus... En tout cas, Catherine, là, moi, je serais d'accord avec toi pour dire que oui, il y a quelque chose de générationnel là-dedans. Oui. Laurie Terry, qui me dit ça se passe bien dans l'ensemble quand nous sommes à la campagne et grâce à notre façon de vivre, à s'instruire énormément des choses se sont apaisées depuis 2 ans. Ben oui, oui, c'est sûr. Il y a beaucoup de parents donc, dont les enfants ne vont pas à l'école qui font ça parce que justement le système scolaire est complètement inadapté. Quoi. Et oui. Ce qui coince, c'est lorsque la liberté de chacun entrave celle de l'autre, et le tempérament impulsif fait qu'il faut désamorcer rapidement. Ben oui, oui, c'est ça, c'est ça. C'est difficile. Écoutez, être libre et heureux ensemble, c'est pas un métier facile. C'est ça. C'est pas simple de se respecter, d'avoir à la fois l'espace, le temps, la liberté, mais aussi cette disponibilité mentale, de respecter l'autre dans ce qu'il est, de pas venir l'embêter au moment où, mais en même temps d'avoir quand même des moments communs, des moments de partage, des moments où on est bien ensemble. C'est pas évident, ça. Il faut l'inventer. Moi, je rends souvent hommage à mes amis de Pourgue ou d'autres villages comme ça, mais c'est vrai que Pourgue est assez exceptionnel là-dedans, où ils ont réussi à faire, à dialoguer en fait les libertés individuelles et les libertés collectives en fait. Et ça c'est une vraie réussite quoi. Donc allez les voir si vous avez l'occasion. Ils font des formations, des stages, des trucs. Je leur fais un peu la pub. Ça m'évite de parler juste de ma formation, même si je pense que, en tout cas pour l'instant, on a que des gens contents. mais quand même, allez voir Pourgue qui se passe sur l'articulation des libertés individuelles et des libertés collectives. C'est vraiment un exemple. Et moi, je trouve que dans nos familles, on peut s'inspirer aussi de ça pour construire nous-mêmes, en fait, des relations. Mais des fois, écoutez, je me suis rendu compte, en vieillissant, j'essaie de pas trop devenir vieux con, en vieillissant, que souvent, on est attaché à des trucs qui servent à rien en fait. Et c'est ces exigences-là qu'on fait peser sur la famille qui créent des conflits. Hein. Mais vous savez, vous l'avez tous connu, il y a le repas où vous n'avez pas faim. Là, mais pour vrai, il y a des jours, je sais pas, vous n'avez pas faim. Quoi. Pas maintenant, peut-être dans 2 heures j'aurai faim, mais là j'ai pas faim. Quoi. Eh bien ça fait quoi si votre enfant il vous dit oh ben là j'ai pas faim. Mais il a le droit, vous autorisez le droit de ne pas avoir faim. Vous comprenez? Pourquoi lui, il n'aurait pas le droit? Mais pourquoi lui, il faudrait systématiquement qu'il se conforme à l'idée que vous vous faites d'une famille harmonieuse? Vous comprenez? Il a peut-être, lui, des besoins ou des particuliers, et même des visions, et même une façon de voir le monde qui va être... voilà, qui va être ce jour-là pas conforme à la vôtre. Hein. Moi, des fois, mes enfants me rentrent dedans en me disant, en remettant en cause ma philosophie, mes choix de vie. Ou l'autre jour, je leur disais, ils disaient, ouais, là, ça va pas parce que je suis fatigué. C'est sûr que ça, avec l'école, c'est normal que tu sois fatigué. Il me dit, oui, toi, de toute façon, tout ce qui va pas dans le monde, c'est l'école. Donc, ça c'est mon fils de 10 ans en fait, il n'a pas encore 11 ans, et Ikem de 10 ans qui me dit ça. Il dit, toi de toute façon dès qu'il y a un truc qui va pas c'est l'école. Donc vous voyez, je l'entends, hein, je me fais rentrer dedans par mes enfants, mais en même temps je me dis waouh, quelle liberté d'esprit il a de se sentir autorisé à me rentrer dedans sur des choses qui sont concrètement chevillés, hein, que j'ai chevillé au corps en fait, hein, et sur lequel bon j'interviens souvent. Donc je trouvais que
plutôt que de m'offusquer de ce qu'ils venaient de me dire, j'ai trouvé qu'au contraire, c'était ouais, une belle preuve de liberté, quoi. Et ben tant mieux, voilà, tant mieux, voilà. Alors, peut-être qu'il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans, j'aurais dit tu parles pas comme ça à ton père, tu me respectes, ou je sais pas quoi. Ou peut-être, tu sais, Catherine, tu disais à l'époque, peut-être il y avait des familles, tu sais, où l'autorité parentale, mais surtout l'autorité paternelle. Moi, combien de fois j'ai entendu la mère dire à son fils, tu vas voir ce soir quand ton père il va rentrer, tu vois, c'est un peu comme si elle c'était la cool, et puis le père c'était forcément le père fouettard, celui qui était capable de frapper les enfants à bon escient, etc., avec la ceinture. Tout ça. Donc, vous voyez, il y a quand même il y a des choses qui ont changé dans la relation par-enfant, heureusement. Et il ne s'agit pas, là j'aimerais vraiment, écoutez, on arrive presque au bout de l'heure, mais je voudrais finir en tout cas là-dessus. Il ne s'agit pas de faire de nos enfants ce qu'on appelle des enfants rois. Je ne... Si j'invite quelqu'un à manger à la maison et que la personne ne finit pas son assiette, parce qu'elle me dit vraiment c'était cool, là vraiment j'en peux plus, j'ai vraiment trop mangé, c'était bon, mais là, je ne vais pas lui dire ah oui alors toi tu te comportes comme un invité roi qui fait ce qu'il veut, ben rien du tout, regarde je cannerai pas, tu finis ton assiette, oui je ne vais pas me comporter comme ça, je vais pas considérer que la personne elle se considère, elle se comporte comme un petit roi ou une petite reine, parce qu'elle finit pas son assiette, vous comprenez, il y a... ou voilà, qui veut pas mettre son manteau quand il fait froid, oui, je veux dire, c'est pas... C'est comment ça, toi, tu ferais ce que tu veux, t'sais. Pourquoi voilà. Un enfant n'est pas roi, il est souverain. Oui, ça peut être... Je vois l'image, effectivement, hein, moi, je dis que, tu sais, je suis pas au service de mes enfants. Hein. Je suis de ma position en tant que père de famille et tout ça. Je suis un peu le garant d'un environnement dans lequel on va pouvoir être le maximum, à la mesure de nos moyens, de nos possibilités, de notre contexte, libre et heureux ensemble. Et donc, j'essaye de garantir ce climat, cet environnement, ces alentours. Voilà, sur lequel on va être capable, tu sais, vous savez, j'adore cette phrase d'Ivan Illich, c'est ces micro-espaces dans lesquels il est possible de s'entendre sur la poursuite du bien. Voilà. Et voilà, ces micro-espaces dans lesquels il est possible de s'entendre sur la poursuite du bien. Et le bien, eh ben, chacun le définit. Effectivement, oui, Catherine, l'enfant sait ce qui est bien pour lui. Voilà, la plupart du temps, sur la plupart des sujets. Donc, vous savez, les gens qui sont épuisés, c'est pas parce qu'il y a eu un conflit aux 6 mois. Les gens qui sont épuisés, c'est dans des conflits de broutilles, sur des anecdotes, sur du quotidien. C'est là-dessus que les enfants que les parents s'épuisent et qui trouvent que leur enfant est difficile. Mais souvent, c'est leur propre situation qu'ils trouvent difficile. Et puis, c'est vrai qu'avoir des enfants en bas âge, c'est pas simple. C'est vrai que ça demande beaucoup d'investissement, beaucoup de... Je sais, moi, pour avoir un enfant qui a fait ses nuits à 3 ans et demi, je sais ce que c'est, hein, mais n'empêche que, voilà, quoi. Quand on arrive à trouver ces fils, à tisser ces fils relationnels où on s'entend, où on s'écoute, où on est ensemble, eh bien, écoutez, il y aurait beaucoup moins d'enfants difficiles s'il n'y avait pas un monde difficile, des environnements difficiles, des époques difficiles, des parents exigeants. Et vous voyez, on se retrouverait bon, avec des choses... Et puis on peut être exigeant sur tel ou tel truc avec ses enfants. On a le droit d'avoir des trucs qui nous tiennent à cœur, même si, bon, ben, c'est un peu idiot. Tu sais. Moi, j'ai toujours voulu que mes enfants sachent skier. Fouille-moi pourquoi. Pour moi, skier, faire du ski alpin, je trouve que c'était cool. Peut-être parce qu'un de mes premiers boulots, ça a été d'intervenir sur des classes de neige et faire du ski alpin avec des enfants. Ça m'a peut-être marqué, j'en sais rien, c'est possible. Mais moi, j'ai toujours trouvé important que mes enfants sachent skier. Eh bien, écoutez, mes enfants savent très bien skier. Maintenant, voilà, c'était pas forcément... Bon, ils ont aimé ça, hein, mais c'était pas comme une caprice de ma part, là, mais... Alors, Stéphanie qui nous dit il y a une injonction que j'essaye de bannir. Bon, ce n'est pas si évident que ça tous les jours, c'est le fameux dépêche-toi. Ah, ben oui, ça, ouais, ça le dépêche-toi, c'est terrible. C'est terrible, ça.
Le mien aussi a fait ses nuits à 3h30. Eh bien oui, ça, vous savez que c'est la phrase que l'enfant entend le plus pendant son enfance. Hein. Parce que là aussi, c'est des histoires de rythme. Mais là, regardez, moi, si je prends avec ma conjointe, par exemple, on n'est pas du tout sur le même rythme. Elle serait plutôt couche-tard, lève-tard. Moi, je suis plutôt couche-tôt, lève-tôt. Tout ce qu'elle fait va être plus lent, mais souvent plus soigné que moi. Si par exemple il faut décider d'acheter quelque chose, en tout cas sur internet ou je sais pas quoi, moi je vais voir le premier, genre 1, 2, allez hop, je prends celui-là, j'achète. Elle, non, elle va y passer 1 heure, mais elle va regarder, elle va machin, et souvent elle va trouver quelque chose de bien plus efficace que moi, c'est sûr. Ce qu'elle aura choisi sera meilleur que ce que moi j'aurais pu trouver. Donc on est là-dessus. Ah, salut Stéphane. Salut capitaine. Là-dessus, on a du mal à s'enligner. Alors en fait, on n'a pas de mal parce qu'on se respecte par rapport à ça. Et donc, si moi je sais qu'elle a besoin de temps pour faire ce qu'elle a à faire, ben écoute, je vais lui laisser ce temps-là. Et puis, voilà. Et donc, je vais pas venir lui mettre la pression toutes les 5 minutes pour lui dire, un enfant qui fait son lacet, ben oui, c'est long, c'est beaucoup plus long quand vous le faites, parce que ça fait 30 ans que vous le faites. Mais en même temps, comment il va apprendre à le faire si vous ne lui laissez pas le temps? Donc, oui, le dépêche-toi, il est toujours en lien avec une forme de... il est toujours en lien avec une forme de rythme interne. Vous savez aussi, on a une horloge interne, hein. On a il y a des gens, moi je fais partie des gens rapides en fait, et c'est pour ça que souvent les gens ils me disent ah mon CV, c'est parce qu'en fait j'ai fait plein de trucs, parce que je fais toujours plein de trucs en même temps, etc. Il y a des gens qui n'ont pas ce rythme-là, et c'est difficile, ça peut être difficile de vivre ensemble. Et avec un enfant, forcément, il y a plein de trucs qu'il fait plus lentement que nous, mais bon. Voilà, c'est comment il va apprendre à le faire, c'est si on lui dit toujours dépêche-toi. Donc ça c'est difficile. Et puis il y a plein de parents, il y a plein de monde qui tombe là-dedans. Et moi j'en ai fait partie. J'essaye de me corriger moi aussi, mais j'en ai fait partie quoi. Qu'est-ce que je peux vous dire? On arrive en fin de live là. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse, Stéphane. Les bateaux sortent d'ici une semaine ou deux sur le Saint-Laurent au Québec. Donc, par rapport à ce que je disais, et puis après m'être un peu renseigné, difficile de rester à l'eau tout l'hiver, je pense même impossible sur le Saint-Laurent en fait. Bref, ça c'était la parenthèse maritime, c'était la météo de la mer. Mais à part ça, oui, ah ben Annie, ah tiens Annie, salut. Au sujet de l'école, c'est le problème, c'est aussi ce qu'a réalisé Cyril Dion quand il a fait son voyage pour le film Demain, qu'au nombre de personnes qu'il a rencontrées, ils ont fini par mentionner. Oh là, c'est long, hein. Attends, oui. Racine permettant d'avoir un impact sur tous les autres sphères de la vie, probablement que ce n'est pas tant l'école comme la manière de vivre. Ouais, mais oui, de toute façon, c'est ça. Hein. Vous savez, moi je dis que la richesse de notre époque, là, si vous voulez être millionnaire, je vais vous donner les trois ingrédients essentiels et les 2 ingrédients pas essentiels, mais qui sont quand même importants. Le premier ingrédient, c'est l'espace, le temps, le silence. Ça, c'est ce qu'un ouvrier à l'usine n'a pas, c'est ce qu'un enfant à l'école n'a pas. Si en plus vous avez un ciel étoilé et de la bonne bouffe et un feu de bois, voilà, un ciel étoilé et un feu de bois, s'il y a de la bonne bouffe, c'est encore plus. Mais si vous avez le temps, l'espace, le silence, le ciel étoilé et le feu de bois, écoutez, vous êtes millionnaire. Voilà, c'est... c'est donc tout ça, effectivement, la frénésie de cette école où on te dit toujours que tu es toujours en retard, ou tu es toujours dépêche-toi, ou du travail salarié, fait que voilà, on est pris dans ces trucs. Et cette pression qu'on emmagasine, le soir, quand on arrive à nos enfants, on va dire allez, va te brosser les dents, allez, dépêche-toi, dépêche-toi, dépêche-toi. Tout simplement, c'est toute cette pression qu'on a eue dans la journée, puis qui nous retombe dessus. Pour les gens, je voulais quand même pas vous quitter avant de vous dire que pour les gens qui souhaitent rejoindre la piraterie, la formation sur la piraterie, on a encore, bon, c'est encore ouvert, c'est jusqu'au 10 octobre. Et encore une fois, je vous offre la possibilité pour ceux qui... salut François, merci. Eh oui, ben oui, je suis bien d'accord avec toi.
Alors pour ceux qui, je sais que les temps sont durs, hein, puis là ils nous annoncent encore peut-être qu'ils vont refermer des régions, enfin bon, etc., en France, au Québec, etc. Donc je vous offre la possibilité avec le code pirate, si vous vous inscrivez, d'avoir une réduction substantielle, hein, sur la formation. Hein. Ah, salut Sabrina, mais on est en train de finir. euh... Euh, donc voilà, je vous offre cette possibilité d'avoir, vous tapez le code, vous vous inscrivez à la formation, vous tapez le code pirate et ça vous fait une bonne réduction. Je sais que les temps sont durs pour tout le monde. Écoutez, moi je vous encourage à nous rejoindre parce que je pense que tout ce qu'on se dit là, tous ces échanges qu'on peut avoir là, vraiment, ils peuvent être, ils peuvent faire en sorte que nos vies soient pas les mêmes, quoi. Que finalement tout ce qu'on pouvait identifier comme étant des problèmes qui nous dépasseraient, eh ben, on arriverait, on arrivera à vivre de façon plus sereine, quoi, dans nos familles et tout ça. Donc, écoutez, je vous encourage à suivre. Puis sur la formation, tous les retours qu'on a eus sont vraiment dithyrambiques. Là, tous les gens sont vraiment contents. Donc voilà, et je vous offre cette possibilité d'avoir cette réduction-là en tapant le code pirate là quand on vous demandera. Voilà. Et alors Nelly me demande, y aura-t-il des lives sur la formation? Oula, car pour le moment je crois pas qu'il y en ait eu. Non, effectivement, j'ai pas fait de live sur la formation pour expliquer qu'est-ce qu'il y avait dans cette formation. Si vous allez sur la page, c'est vraiment très très documenté. Vous allez voir, il y a tout le programme, il y a vraiment... Euh, oui, Sabrina, tu pourras regarder le replay, c'est vrai. Donc, il y a tout le programme, il y a des témoignages, il y a plein de choses. Normalement, vous savez à quoi vous pouvez vous attendre parce que c'est quand même très documenté. Mais effectivement, je pense que faire un live en expliquant en quoi cette formation elle pourrait être adaptée à pas mal de monde, eh bien, écoutez, oui, je me mets ça derrière l'oreille et je vais y penser. En tout cas, c'est ouvert jusqu'au 10 octobre. Je vous encourage à nous rejoindre. Je vous encourage, vous voyez, ces réflexions qu'on a là. Moi, je suis pas très dogmatique, hein, je vous dis pas faites ça, faites ça, faites ça, mais simplement, c'est vrai qu'il y a des questions qu'on peut se poser, on se dit mais pourquoi je fais ça avec mon enfant, etc. Pourquoi je lui dis dépêche-toi, mais dépêche-toi pour aller où? Je me rappelle au Maroc, les gens qui disent ah, les gens pressés ils sont déjà morts. Et voilà. Donc pourquoi se dépêcher tout le temps partout? Enfin voilà. Donc merci, merci d'avoir été là. Merci de votre attention. Oui, Catherine, dès que je vogue vers l'Europe, je te fais signe. Mais oui, c'est ça, ça. En tout cas, j'espère qu'on va pouvoir, moi qui parle de voyage, de liberté et d'espace libre, j'espère qu'on va pouvoir les vivre pour nous et pour nos enfants et que le climat anxiogène qui est décliné à longueur de journaux télévisés va un peu nous lâcher et qu'on va réussir à se retrouver un peu plus libre. Bon ben voilà. Merci en tout cas de vos témoignages, merci de vos mots, merci de votre participation, merci de votre accueil. J'ai un peu conscience d'arriver chez vous un peu par effraction à travers l'écran. Donc merci à vous. C'était chouette de vous voir, de vous lire, de vous rencontrer. Et puis je vous dis à très bientôt. Vous pouvez continuer à commenter, à écrire. Je vais le mettre sur YouTube aussi là. Si j'ai une chaîne YouTube, donc je remets les lives dessus. Vous pouvez continuer à les commenter. Merci. Alors merci de Belgique, d'Espagne, de France, du Québec. Merci et merci à tout le monde. Et puis on se retrouve. Ah ben merci Stéphanie, bienvenue à bord. Voilà, on se retrouve bientôt. Soyez, comment dire, voilà, désespérez pas. Ah merci la Bretagne, Sabrina. Ben voilà, ne désespérons pas, ne désespérons pas. Je pense qu'un jour, vous savez, aujourd'hui, il n'y a plus personne, tu sais, qui ose. Ah oui, Catherine, je disais l'espace, le temps et le silence. Et le ciel étoilé et le feu de bois. Mais vous savez, aujourd'hui, il n'y a plus personne qui ose ouvertement dénigrer, comment dire, ou s'afficher raciste ou tout ça. Enfin, il y a encore quelques abrutis, mais je veux dire, la plupart des gens maintenant, il y a des choses qui se font plus, qui se disent plus. Bon ben, on a aujourd'hui des attitudes envers nos enfants qui ah salut la Normandie, oh oui la Bretagne, la Normandie, on est bien représenté dans l'Ouest.
Et on a aujourd'hui des attitudes qu'il y a dans 10 ans, on dira ah mon Dieu, mais c'est vrai qu'à l'époque on se comportait comme ça et nos enfants. Et nous on aura été un petit peu, j'espère, des petits éclaireurs pour aller ben voilà, faire en sorte que ce chemin soit plus facile à parcourir pour nos enfants. Alors merci encore. Je mets la vidéo en replay, puis je la mets sur YouTube. Merci pour votre accueil, merci pour vos partages. Bye bye.